Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Alors qu'on déroule le tapis rouge au nouveau président chinois en Tanzanie, en Afrique du Sud ou encore au Congo-Brazzaville, quel est l'état des relations entre Pékin et le continent noir? S'agit-il de néocolonialisme ou encore d'une relation gagnant-gagnant? Quel est le sens de la visite de Xi Jinping en Afrique? Pour répondre à toutes ces questions, avec nous en plateau, Adama Gaye, auteur de Chine, Afrique, le dragon et l'autruche aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, c'est un titre très accrocheur. Ça veut dire quoi, la Chine, Chine-Afrique, le dragon et l'autruche? Écoutez, c'est le titre que j'ai trouvé après avoir réfléchi à l'époque sur la relation entre ces deux partenaires qui se retrouvaient après plusieurs années où il y avait eu une certaine distanciation. Parce que quand la Chine... Alors quand vous dites à l'époque, c'est quoi à l'époque? Dans les années 80, quand la Chine faisait ses réformes, était à l'aube de ses réformes économiques, elle s'était recroquevillée sur elle-même. Et au début des années 2000, elle est revenue par la grande porte et en force sur le continent africain. Oui, premier sommet entre la Chine et l'Afrique, 2006 d'ailleurs. Donc c'est à partir depuis d'ailleurs, on parle justement de cette espèce de vague chinoise en Afrique. C'est quoi le poids économique de la Chine en Afrique? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications? Parce que partout où on voit par exemple des routes, enfin en Afrique, des routes construites par des Chinois, les palais présidentiels construits par les Chinois. Il paraît que même le palais de l'Union africaine a été construit par les Chinois. Ça représente quoi la Chine en Afrique aujourd'hui? Déjà, ça représente une perception différente de celle que je vous ai cru entendre dire quand vous avez parlé dans votre introduction de l'Afrique noire. La Chine ne parle pas en termes d'Afrique noire. Elle parle en termes d'un continent d'espoir. Moi, j'ai parlé de continent noir. C'est une image. C'est pas une dimension péjorative ou parfois sombre que les Chinois ont de l'Afrique. Ils voient à travers ce continent une terre où il y a énormément de ressources naturelles, où il y a un potentiel démographique, où il y a des consommateurs, où il y a de l'espoir, en d'autres termes. Et pour répondre plus précisément à votre question, ce que représente la Chine aujourd'hui, c'est d'abord le fait qu'elle soit devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. Premier partenaire commercial et principal bailleur de fonds aussi. Absolument. La Chine est devenue le mammouth de la coopération internationale sur le continent africain. Les échanges commerciaux, qui étaient de 10 milliards de dollars il y a à peine une dizaine d'années, sont de l'ordre de 200 milliards de dollars. Voyez-vous, la Chine a pris le leadership dans la coopération avec l'Afrique. La Chine a redonné au continent africain des couleurs nouvelles. Ces matières premières sont recherchées, sont achetées à un prix exorbitant et il y a des investissements sur plusieurs secteurs, dans les infrastructures, dans les mines, et you name it, comme on dit. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'intervention de la Chine a servi de déclic au retour d'autres acteurs, que ce soit les acteurs du BRICS, les pays du Sud émergents, mais Brésil, aussi Inde, Chine, Russie, mais aussi le retour quelque part forcé des pays occidentaux, États-Unis, Europe, qui, connaissant des périodes de difficultés économiques, considèrent désormais l'Afrique comme une nouvelle frontière du développement où des poches importantes de croissance se déploient. Et de ce point de vue, je pense que l'arrivée de la Chine a changé beaucoup de choses sur le continent africain. Alors l'arrivée de la Chine est d'autant plus appréciée par certains leaders africains qu'il n'y a pas d'ingérence, en tout cas sa politique est celle de la non-ingérence, ses investissements ne sont pas conditionnés, on ne parle pas de droits de l'homme. Est-ce que ça joue vraiment aussi dans sa politique de déploiement en Afrique ? Oui, c'est une vision qui diffère de celle directive. Moralisatrice. Moralisatrice, si vous voulez. Mais en tout cas, d'un monde occidental qui vient avec une forme de pouvoir dur qu'ils imposent aux pays africains en termes de gouvernance, en termes de gestion, en termes de démocratisation, même si, dans les faits, ce discours moralisateur, entre guillemets, ne produit pas, en tout cas,
la qualité dans les faits de la gouvernance qui devrait être recherchée et obtenue. Parce qu'on voit les reculs des démocraties à travers le continent africain. Par contre, la Chine, elle est pragmatique. Elle vient chercher ses intérêts. Elle n'a pas d'état d'âme. Ce qu'il faut payer pour les avoir, elle est prête à le faire et obtenir ce qu'elle cherche. Alors, pas d'état d'âme, cela dit, on parle depuis quelques années d'un sentiment anti-chinois qui est en train de se développer ici et là. Par exemple, on parle des compagnies minières qui payent mal, qui font travailler de longues journées. Il y a eu des grèves, des manifestations de certains ouvriers employés par des compagnies chinoises. Il y a aussi l'arrivée massive de produits chinois, que ce soit des textiles ou d'autres produits qui font la concurrence aux produits locaux, qui fait que finalement la population n'accueille pas toujours favorablement ces nouveaux habitants, ces nouveaux investisseurs. Heureusement qu'il y ait ce réveil aujourd'hui face à l'arrivée de la Chine, parce que autant on peut parler de l'intérêt pour l'Afrique que cette relation apporte et aide le continent à avoir une nouvelle image, de l'autre côté, il faut quand même reconnaître que les problèmes sont très sérieux et que la Chine ne vient pas agir en enfant de cœur, elle agit comme un pays qui est mu par ses ambitions géopolitiques et pour la satisfaction de ses intérêts économiques sur le continent africain. C'est bien que les Africains commencent enfin à se réveiller et que la posture de l'Autriche n'est plus celle qu'adopte, à la limite au moins, un certain niveau d'Africains, des intellectuels et autres, qui commencent à se poser des questions. Est-ce que cette forme de coopération de la Chine n'est pas une forme néocoloniale ou pas? Alors ça veut dire que vous appelez les dirigeants des pays africains à se méfier peut-être un peu plus. Alors je voulais justement à ce propos, Jacob Zuma, le président sud-africain, en accueillant le président chinois, a dit que la Chine était une source d'espoir et d'inspiration. Ça vous inspire quoi, vous, ces propos? Quelque part, c'est de bonne guerre qu'il puisse dire cela, parce que si on regarde quand même l'histoire du continent africain et celle de la Chine, dans une large mesure, il y a beaucoup de ressemblances. Au moment où les pays africains devenaient indépendants, au début des années 60, la Chine n'avait connu que 10 années de retour à l'indépendance en 1949. Elle a toujours été indépendante, oui, la Chine. Il y a eu des comptoirs occidentaux, mais elle a toujours été indépendante. Il y a eu quand même une quasi-colonisation de 1840. Ça se discute. Enfin bon, elle a toujours été un pays indépendant, mais bon. Non, c'était un pays indépendant, mais il y a une forme de domination. Et de pratiques extra-territoriales dans la pratique des justices occidentales qui avaient pris des concessions en Chine. Et la Chine a toujours considéré cette période comme une période sombre d'humiliation de 1840 à 1945. Elle a toujours considéré que c'était une forme de colonisation pour les Chinois. Mais au moment où elle a pu réaliser donc le retour de sa souveraineté totale par le retour de l'instauration du communisme le 1er octobre 1949, ce qui s'est passé, la Chine, qui était à un niveau de sous-développement à la limite identique à celui de la plupart des pays africains, a pu progressivement, après être passé par des étapes difficiles, la révolution culturelle, la grande famine de 1858-1961, la Chine a pu changer le cours de son destin avec ses réformes économiques entreprise à partir de 1978 sous Deng Xiaoping, et elle est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde en termes de parité de pouvoir d'achat, et elle est en train de devenir la première puissance économique en termes de parité de pouvoir d'achat toujours. Et par ailleurs, elle est, la Chine, aujourd'hui, un pays qui a pu tirer de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Oui, quand on regarde cela... À quel prix? Oui, mais bien sûr, même si c'est un prix difficile, cela a produit des résultats, alors que les recettes néolibérales proposées par les partenaires occidentaux n'ont pas encore produit ces résultats-là. C'est cela qui permet de dire, attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre du côté de la Chine? Alors donc, pour vous, finalement, c'est une relation qui n'est pas forcément une relation gagnant-gagnant, mais qui peut devenir une relation gagnant-gagnant entre la Chine et les pays africains? C'est une relation stratégique et utile. Les pays africains ont besoin d'apprendre ce que la Chine a pu faire pour se tirer de l'état difficile qu'elle a connu pendant longtemps. Mais de l'autre côté aussi, la Chine a des moyens financiers, a une expertise qui a fait des résultats. Et si la discussion est menée de façon équitable et elle est menée selon les intérêts du continent africain, ça peut être une relation
utile pour le continent africain. Est-ce qu'on parle de 1 million, environ 1 million de Chinois qui seraient présents en Afrique en ce moment? Comment se passent les relations? Parce qu'on parlait tout à l'heure de cette méfiance croissante, mais est-ce qu'il y a quand même des échanges qui se font, des mariages mixtes, des couples mixtes qui sont en train de se former ou pas trop finalement? Non, je pense qu'ils vivent entièrement ensemble, mais entièrement à part. Quelque part, les Chinois sont sur le continent, mais restent dans leur enclave. C'est à peine s'ils sont prêts à parler avec les Africains. Il y a une forme d'ostracisme. Pourquoi, d'après vous? D'abord, il y a une forme d'ignorance. Le niveau de Chinois qui viennent sur le continent africain, c'est des gens qui viennent de leur village la plupart du temps. C'est des masses d'individus que les entreprises viennent, taillables et corvéables à merci, qu'ils utilisent dans les mines, comme ils le font en Chine, parce que la Chine exporte ces mauvaises pratiques qui ont cours dans ces mines et dans ces entreprises en Chine, elle les exporte en Afrique. Le problème ici, c'est que les Africains n'acceptent pas cela. Et le fait que ces Chinois qui viennent en Afrique depuis fort longtemps, il faut se souvenir que depuis le 19e siècle, avec les coolies qui sont allés en Afrique du Sud pour travailler dans les mines, il y a toujours donc les porteurs, les coolies. Voilà. Il y a eu toujours des Chinois qui sont venus en Afrique travailler. Mais maintenant, c'est devenu un phénomène beaucoup plus ample du fait des investissements massifs de la Chine. Quand vous parlez d'échanges commerciaux de 200 milliards de dollars, c'est beaucoup. Et ces échanges vont aller grandissant. Le problème, c'est que si le dialogue au plan culturel n'est pas établi, cela risque de créer des fissures. Parce que les Africains n'acceptent pas forcément que les Chinois viennent prendre leur travail. C'est cette impression qui se dégage et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans les productions des Chinois sur le continent africain. Voilà, et c'est sur cette mise en garde que nous allons finir cet entretien. Ce sera votre conclusion. Merci beaucoup, Adama Gaye, de nous avoir éclairé sur la relation stratégique entre la Chine et l'Afrique. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, france24.com, en français, en anglais et en arabe.